parce que j'avais eu la merveilleuse idée en début de vidéo je voulais l'expliquer après vous dire qu'est-ce que c'est cette vidéo. Une petite vidéo est la première d'une suite de séries de vidéos euh, qui sera nommée Un mois, une légende. Chaque mois je vous conterai une légende. Il y aura 7 épisodes en une saison, parce que je vais tourner ça de manière en saison. Et en gros, j'ai eu un bug sur la première partie de cette vidéo, donc je suis obligé de la retourner. Donc vous n'avez ni l'intro, ni le début de la légende du Wendigo, enfin d'explication en tout cas. Et en gros, à chaque début de ces 7 épisodes, j'avais prévu de vous montrer une carte. Celle-ci est le 4 de carreau. Et en gros, ça sera toujours le cas d'ailleurs. À chaque début de vidéo, je le ferai. Donc 4 de carreau, je le pose ici. On a les 7 autres cartes que j'ai tirées dans le paquet de cartes. Bon, du coup, on n'a plus cette scène, mais je vais pas la rejouer parce que ça serait totalement inutile. Donc, on commence par le 4. Il y a 7 chiffres, hein, donc c'est 4 millions. 40 millions. Non, 4 millions, 4 millions, 4 millions, effectivement, je me suis planté. Bref, donc on va partir pour parler du Wendigo. Le Wendigo est une créature surnaturelle du folklore amérindien. Il est le plus souvent décrit comme un monstre anthropophage ou comme un esprit maléfique possédant les humains en les rendant cannibales. La croyance du Wendigo était attestée chez les Amérindiens de culture algonquienne. Les Algonquiens ou les Anishinaabeg sont un peuple algonquin de la langue algonquienne, de la famille des langues algonquiennes, bref. Bon, il y a 9 communautés situées au Québec et une en Ontario. Culturellement, linguistiquement, ils sont proches des Ottawa et des Ojibwe, avec lesquels ils forment un groupe, les Anishinaabeg, qui signifie littéralement les vrais hommes des vraies terres, issus de ces terres. Ou alors ils s'autodésignent des Omini-Winini, au pluriel Oma, Mi, Winiwa. Bref, c'est un peu compliqué à prononcer. En tout cas, cette croyance est attestée chez les personnes ayant une culture algonquienne. J'ai eu un problème de batterie sur ma caméra, j'ai dû changer la batterie, excusez-moi. Bon, donc je disais que la croyance était attestée chez les Amérindiens de culture algonquienne, plus particulièrement chez les Ojibwe, les Mi'kmaq, les Cris et les Cris, et les Inuits et les Naskapi. Cette population était répandue aux États-Unis et au Canada le long des côtes atlantiques, dans les terres de la région des Grands Lacs. Hein. Je sais pas si vous arrivez à peu près à vous situer, moi non. Je suis pas un fan de jeu en fait, voilà. Alors, faisons un peu d'étymologie. Le terme Wendigo, au pluriel Wendigowak, est une retranscription phonétique du mot algonquien servant à désigner le monstre. Il connaît cependant de nombreuses variantes selon les orthographes choisies et les dialectes. Wendigo ou Wendigo pour les Ojibwe, Witiko ou Wetiko pour les Cris, bref, il y en a quelques-uns d'autres. Les termes semblent avoir signifié hibou, en tout cas à l'origine, avant de signifier la créature. Le Wendigo est également connu sous divers autres noms selon les tribus, encore. Hein. Jigwagwa ou Kewakwe chez les Abéniki et Cheno chez les Mi'kmaq. De nos jours, chez les Indiens algonquiens actuels, le mot Wendigo est utilisé comme synonyme de monstre ou pour désigner n'importe quelle névrose de folie chez une personne, mais sans forcément faire allusion au monstre anthropophage des anciennes croyances. Le Wendigo est une créature surnaturelle malveillante qui vit de préférence dans la forêt. Il est souvent décrit comme un géant de glace squelettique, ou plus simplement comme un géant squelettique qui a juste un cœur de glace, ou alors comme une bête monstrueuse mi-homme, mi-animal, un peu semblable au loup-garou actuel des Européens. Son corps est squelettique et déformé, sans lèvres ni orteils. On le caractérise par son extrême cruauté envers les victimes et son goût pour la chair humaine. Une version Sioux, probablement tirée du Wendigo canadien, le décrit comme un esprit malfaisant qui déchiquette et dévore tout ce qui vit. Son haleine répand des maladies et se transforme parfois en ouragan. Alors ça par contre, voilà, c'est un peu gros. En tout cas, la plupart des histoires, des légendes plutôt, orales, dépeignaient le Wendigo comme un monstre hantant les bois, en particulier l'hiver, à la recherche d'humains égarés. L'écrivain et conteur Ojibwe Basil Johnson, de 1925 à 2015, il est actuellement mort, rip in peace, décrivait le Wendigo ainsi. Le Wendigo était décharné jusqu'à l'émaciation, sa peau desséchée collée à ses os.
Avec ses os prêts à traverser sa peau, son teint gris cendre comme un mort, et ses yeux enfoncés profondément dans leurs orbites, le Wendigo ressemblait à un squelette émacié récemment déterré hors de sa tombe. Et s'il avait des lèvres, celles-ci étaient rongées et en sang. Impur et souffrant de suppuration de ses chairs, le Wendigo dégageait une inquiétante et étrange odeur de pourriture et de décomposition, de mort et de corruption. C'est traduit de l'anglais de harceleur. Bon, tout le monde sait comment il se rend. Enfin, un humain devient un Wendigo au passage, hein, il mange de la chair humaine et voilà. Bref, c'était un petit parenthèse, je vais en reparler plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc, d'autres descriptions présentaient plutôt le Wendigo comme un monstre fait de glace ou ayant un cœur de glace, comme je vous l'ai dit dans les descriptions. Certaines cultures, comme les Cris ou les Ojibwe, voyaient le Wendigo comme une créature géante, bien plus grande que les humains, éventuellement gigantesque au point qu'elle dépassait les arbres de la forêt où elle vivait, quand elle se mettait debout. Sous cette forme, le Wendigo peut être approché à d'autres créatures mythologiques amérindiennes comme le Metuj ou Wichuj, je sais plus comment ça se dit, des Indiens antapascans qui lui aussi était géant et fait de glace d'ailleurs. Hein. C'est un géant anthropophage fait de glace. Voilà. La présence du Wendigo pouvait être signalée par un froid soudain et un vent mordant. D'autres histoires affirmaient que le cri du Wendigo était si terrible et qu'il assourdissait ou paralysait les personnes qui l'entendaient, les laissant à sa merci sans possibilité de s'enfuir. La présence du Wendigo passait pour être tellement nauséabonde qu'il chassait tout ce qu'il y avait dans la forêt, aggravant ainsi encore la famine des peuples amérindiens. Bref, et le Wendigo était parfois, en tout cas, dépeint comme l'incarnation vivante de l'excès, de la cupidité et de la gourmandise, de l'autonomie, utilisez le terme que vous voulez. Souffrant en permanence de faim, n'étant jamais satisfait, même après avoir dévoré un être humain. Il était constamment à la recherche de nouvelles victimes d'ailleurs. Certaines histoires pourraient préciser toutefois lorsque le Wendigo mangeait une personne, son corps grandissait en conséquence de son estomac aussi. Ce qui est fait parce que son estomac n'étant jamais rempli, le fait qu'il grandit à chaque fois qu'il mange explique le fait pourquoi il est rassasié et toujours aussi émacié. Donc maintenant on va parler de la croyance qui dit qu'un être humain peut être transformé en Wendigo. Voilà. Un humain, enfin les humains qui se transforment. La croyance du Wendigo s'accompagnait d'autres idées, celle qu'en certaines circonstances, un être humain pouvait être lui-même transformé en un Wendigo. Cette métamorphose pouvait arriver de trois façons. Lorsqu'un humain commettait un acte de cannibalisme, par exemple en hiver, lorsque les conditions étaient particulièrement dures pour qu'une personne soit réduite à l'état de cannibalisme, et pour ne pas mourir de faim bien évidemment. Et en gros, c'était un tabou dans la culture amérindienne, et c'était extrêmement fort d'ailleurs, parce que dans leur culture, il était formellement interdit de s'y adonner, fût-ce en cas de famine pour sauver sa propre vie. Lors des périodes où la nourriture venait à manquer, certaines cultures comme les Cris ou les Ojibwe exécutaient une danse satirique nommée Wendigo Wakanazmowin en Ojibwe. Ils ont les noirs à on va pas se mentir. Bon, pour rappeler le tabou du cannibalisme et la menace de la transformation en Wendigo qui pesait sur eux, à qui voudrait s'y en donner. Un humain pouvait se transformer en Wendigo parce que l'esprit du Wendigo au cours d'un rêve, ou alors lors d'une sortie en forêt, ou alors parce qu'un chaman ennemi avait envoyé une malédiction sur lui, pouvait posséder cette personne. Et enfin, un humain qui se livrait sans retenue à un comportement excessif comme la gourmandise ou la cupidité pouvait se transformer en Wendigo aussi, bien évidemment. Et donc, une fois possédée par Wendigo, la personne souffrait de fièvre, de perte d'appétit, de dépression, puis elle se développait une insatiable envie de chair humaine et devenait très agressive vis-à-vis de ses congénères. Au bout d'un certain temps, elle pouvait éventuellement se métamorphoser pour prendre une forme véritable d'un Wendigo. Mais chez les Algonquiens, il y a une psychose autour du Wendigo en fait, car sa croyance chez les Indiens de culture algonquienne les aurait menés à l'existence d'une maladie mentale dont la véracité est encore débattue à l'heure actuelle. Ça s'appelle la psychose du Wendigo. Cette psychose aurait été un syndrome lié à cette culture, culture Bound syndrome,
c'est-à-dire un trouble propre à ces Amérindiens, suscité par leur substrat socio-culturel et inconnu chez les autres peuples ailleurs dans le monde. Les Inuits et les Amérindiens Athapascans, qui vivaient pourtant proches des Amérindiens algonquiens et dans un environnement très similaire, ne souffraient pas de ce mal, certainement parce qu'ils n'avaient pas la même culture. La psychose aurait été documentée chez les personnes des deux sexes, hein. Mais les hommes semblaient avoir été davantage touchés que les femmes. On va savoir pourquoi. Les personnes souffrant de la psychose du Wendigo auraient développé une véritable désir insatiable pour la chair humaine, à la façon de l'humain transformé en Wendigo des légendes. Et quand bien même d'autres sources de nourriture étaient à sa disposition. Le fait d'avoir été conduit à des actes de cannibalisme lors d'une précédente famine passait toujours pour être un facteur déclencheur de l'apparition de cette psychose. Donc, bien évidemment, quand la famine faisait rage et que eux, leur culture de Wendigo machin, et qui faisaient preuve de cannibalisme, ils devaient certainement devenir fous et avoir cette psychose. À l'apparition des premiers symptômes de cette psychose, le malade était conduit par ses proches auprès d'un sorcier traditionnel ou d'un médecin occidental pour se faire soigner, ce qui semble avoir fonctionné dans la plupart des cas. Dans les rares cas où les remèdes avaient échoué, certains malades demandaient à être exécutés avant de terminer leur transformation et de tuer quelqu'un. Enfin, ils pensaient qu'ils se transformeraient. Dans d'autres cas, ils montraient des comportements violents vis-à-vis de leurs entourages, ce qui conduisait à leur exécution. Une fois tués, les corps des malades étaient souvent brûlés ou mutilés de peur que le Wendigo puisse revenir à la vie. Dans deux cas particulièrement célèbres attestés de la psychose du Wendigo. Durant l'hiver 1878, un Indien de Cree nommé Swift Runner, coureur rapide en gros, un trappeur dans l'Alberta, aurait dévoré sa femme et ses 5 enfants. Ils sont chauds là-bas, hein, ça se reproduit. Bref, le fait que sa famille vivait seulement à 40 km du comptoir le plus proche, où ils auraient pu facilement se rendre pour faire le plein de nourriture, conduit à penser que le cannibalisme de Swift Runner n'avait pas été un acte de désespoir face à la famine, même bien un cas de psychose de Wendigo. Swift Runner avoua son crime et fut exécuté par les autorités canadiennes. Il y a aussi Jack Fiddler de 1839 à 1907, non-ville bonhomme. Bon, il était un célèbre chef Cree, également un chaman particulièrement réputé pour ses talents de chasseur de Wendigo. C'est qu'une croyance, mais apparemment il tuait des Wendigo. Bref. Il prétendait avoir vaincu 14 au cours de sa vie, des membres de sa tribu qui avaient été atteints spontanément par l'insatiable désir de consommer de la chair humaine, ou qui avaient été possédés par des esprits envoyés par des chamans de clans ennemis. Jack Fiddler fut arrêté en 1907, pourquoi 1907, j'avais envie, pour meurtre par des autorités canadiennes, mais il se suicida avant d'avoir pu être jugé. Triste vie le bonhomme quand même. Et pourquoi il n'y a plus de cas de soit du Wendigo? Parce que cette maladie, en fait, maladie mentale, aurait disparu progressivement au cours du XXe siècle, suite à l'affaiblissement des croyances traditionnelles et à l'adoption d'un mode de vie sédentaire par les Amérindiens qui conduisaient de meilleures conditions de vie. La réalité de la psychose du Wendigo est encore très discutée à l'heure actuelle parmi les ethnologues, et psychologues et historiens. Après, de nombreux spécialistes comme Louis Marano considéraient qu'elle n'a jamais réellement existé. La transformation du Wendigo n'aurait été qu'un prétexte utilisé par les sociétés amérindiennes lorsque les temps étaient difficiles pour avoir exécuté des boucs émissaires. Lorsque les temps étaient difficiles pour pouvoir exécuter des boucs émissaires alors qu'ils avaient fait preuve de cannibalisme. Les individus âgés ou infirmes devenus des fardeaux pour le clan et les marginaux et les fous, c'était certainement eux qui étaient exécutés. À la façon des chasses aux sorcières connues en Europe à la fin du Moyen-Âge, hein, de cette manière-là. Les psychologues du début du XXe siècle auraient ensuite naïvement pris au pied de la lettre les histoires qui leur étaient racontées.
Il est effectivement pointé du doigt le manque de fiabilité des témoignages des personnes, des témoignages de psychose du Wendigo, qui sont tous des rumeurs ou des ouï-dire colportés par des gens n'ayant eux-mêmes pas vu les personnes souffrant de cette psychose. Après, le mythe de la transformation du Wendigo semble s'être forgé en grande partie au XVIIe siècle, parce que dans cette période difficile, elle fut marquée par de nombreuses crises pour les sociétés algonquiennes, causées par le développement du commerce de la fourrure avec les colons occidentaux. Surpopulation, pénurie de nourriture suite à l'effondrement des stocks de gibier et d'une dépendance des Indiens vis-à-vis des comptoirs coloniaux et d'épidémies, des maladies. D'autres scientifiques comme James G. E. Smith, Robert Brigham avancent cependant qu'il existerait malgré tout un tout petit nombre de témoignages crédibles provenant d'Amérindiens comme d'Occidentaux, et pour certaines assez anciens, fin du XVIIe siècle, qui attestaient de la véracité de cette maladie mentale. Les cas authentiques de psychose du Wendigo auraient cependant été assez rares. Dans les histoires dramatiques de malades exécutés ou se suicider aurait été encore plus anecdotique. Depuis la première mention de la légende du Wendigo dans les carnets de voyage d'explorateurs Balville de la poterie en 1770, la créature est devenue un élément assez courant dans la culture fantastique nord-américaine. Le Wendigo apparaît ainsi dans les nouvelles les nouvelles Algernon, Blackwood, The Wendigo 1970, ou dans Stephen King, Pet Sematary de 1984, ou de Margaret Atwood dans Oryx ou Cake de 2005. Ou dans des films comme Vorace de 1999, Ithaca, un grand ancien un grand ancien appartenant au mythe de Cthulhu et apparaissant dans les nouvelles d'Auguste Dieretz serait directement inspiré du Wendigo. Donc la culture moderne tend souvent à faire du Wendigo une sorte d'équivalent américain à notre loup-garou à nous. Bien que la créature originale des légendes indiennes n'ait que très peu de choses à voir avec notre métamorphose de notre folklore américain. On n'est pas américain, on est européen, mince. Et voilà, on est revenu à cette assimilation du loup-garou Wendigo. Bon bref, cette assimilation en tout cas a pu se produire assez tôt dans le 19e siècle. Les colons occidentaux et les indiens métis du Canada, français, de l'époque en tout cas, utilisaient le mot loup-garou pour désigner le Wendigo à défaut du terme approprié dans leur langage pour parler de la créature. Dans le domaine de cryptozoologie, il est parfois affirmé que le mythe du Wendigo résulterait de l'observation de Sasquatch par les Amérindiens. Il n'est cependant de toute rigueur que de peu lien entre les deux créatures. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du mythe. D'ailleurs, cette vidéo sera assez longue en soi, je pense. Bon, donc on va achever la vidéo maintenant. Donc, au revoir à tous et à toutes. Goodbye, ciao, c'était le docteur. Peace.